Certains des événements les plus importants de notre histoire se sont produits grâce aux coïncidences les plus improbables. Parfois, un simple retard dans l'emploi du temps pouvait déclencher une guerre, ou emprunter un mauvais chemin pouvait, par exemple, sauver une vie. Que la coïncidence existe réellement ou non reste discutable. Mais il ne fait aucun doute que ces événements improbables ont eu un impact profond sur le monde dans lequel nous vivons. Numéro 10. L'attaque de Pearl Harbor, qui a eu lieu le 7 décembre 1941, a été une énorme surprise malgré le fait que les services de renseignement américains s'attendaient à ce qu'une attaque ait probablement lieu à un moment donné. Le problème était que les responsables américains avaient décidé que l'attaque serait menée en Asie du Sud-Est. Alors que beaucoup d'entre nous avaient appris que l'attaque avait eu lieu sans avertissement, en réalité plusieurs alertes avaient été envoyées, mais n'ont jamais atteint leur destinataire à cause de coïncidences improbables. Avant l'attaque, le Japon avait déjà une alliance avec l'Allemagne. Les États-Unis tentèrent de rester neutres pendant la Seconde Guerre mondiale et maintenaient des relations diplomatiques avec le Japon. Mais la neutralité des États-Unis a été menacée lorsque l'ambassadeur Max Bishop, qui était d'abord en poste à Osaka puis à Tokyo, a eu vent d'une attaque imminente sur le sol américain, en particulier à Pearl Harbor. À l'insu de Max Bishop, le plan n'en était encore qu'à ses débuts et l'attaque ne serait menée que 11 mois plus tard. Mais il a vite compris qu'il devait agir avec les informations recueillies. Il révélera plus tard avoir reçu ces informations du ministre péruvien qui a logiquement choisi de taire ses sources. Il a ajouté que le Japon n'attaquerait que s'il décidait d'entrer en guerre contre les États-Unis et Bishop devait s'assurer que cette information était correcte avant d'agir. Il avait contacté plusieurs journalistes qui couvraient le conflit au Japon et ils ont pu confirmer qu'un tel plan était effectivement en préparation. Il a transmis l'information à l'ambassadeur Joseph Grew, qui a alors télégraphié aux États-Unis, espérant éviter l'attaque. Bishop a ensuite reçu l'ordre de retourner à Washington et sur le chemin, il s'est arrêté à Hawaï, où il a pris contact avec des soldats stationnés à Pearl Harbor. Il a découvert que les vols de reconnaissance se faisaient 2 jours, car les pilotes ne voyaient pas la nuit et a plaidé pour en augmenter le nombre. Pendant plus de 12 mois, ces appels sont restés lettres mortes, et malheureusement, l'attaque a eu lieu comme il l'avait prédit, avec des conséquences désastreuses. Les États-Unis allaient officiellement entrer en guerre dans un conflit qui durerait encore 4 ans. Mais plusieurs autres facteurs auraient pu empêcher, ou au moins en limiter l'ampleur, comme lorsqu'un grand groupe d'avions a été repéré en train d'approcher du port. Un rapport concernant cette observation a été envoyé à Fort Shafter, mais le lieutenant Kermit Tyler, qui avait reçu le rapport, a décidé de l'ignorer, pensant que les avions étaient des bombardiers américains B-17 revenant d'un vol. Le code Purple japonais avait été déchiffré et la guerre avec les États-Unis semblait imminente, mais les décrypteurs américains n'ont pas su déterminer d'où l'attaque serait lancée. De plus, un sous-marin japonais a été repéré à environ 4 miles au large du port, et il a été coulé, mais sa présence n'a pas été considérée comme une menace sérieuse, et rien de plus n'a été fait. On estime que si ces avertissements avaient été pris au sérieux et diffusés, des préparatifs auraient pu être faits, et les événements de ce jour-là auraient pu être très différents. Numéro 9. Le roi Louis XVI de France a pris ce titre à l'âge de seulement 19 ans après le décès de son père. Lui et Marie-Antoinette se sont mariés alors qu'ils n'avaient que 15 ans, et on peut dire sans se tromper que, en raison de certains facteurs dans leur mariage, il est devenu très complexé, et sa confiance en lui en a pris un sérieux coup. Avançons jusqu'en juillet 1789 et la prise de la Bastille qui a déclenché le début de la Révolution française. 3 mois plus tard, une foule en colère a pris d'assaut Versailles, forçant la famille royale à fuir, car il était clair qu'elle ne survivrait probablement qu'en se réfugiant au palais des Tuileries. Ils sont arrivés sains et saufs, mais se sont vite lassés d'être enfermés au palais, disant se sentir comme des prisonniers plutôt que des membres de la royauté. Ils ont décidé de quitter Paris d'une façon ou d'une autre. Alors que presque tout le monde à Paris s'était retourné contre lui, il croyait que les habitants des zones plus rurales l'accepteraient comme leur roi, et il a décidé qu'il devait déménager à Montmédy. Il était certain qu'il serait protégé par des soldats dirigés par des officiers loyalistes. Et Axel Fersen, un officier suédois fidèle à Marie-Antoinette, a commencé à élaborer leur stratégie de fuite, connue sous le nom de fuite à Varennes. Aux alentours de minuit, le 20 juin 1791, ils ont commencé leur voyage. Louis a dû porter le manteau et le chapeau habituellement portés par le chevalier des Coigny, qui rendait souvent visite au couple.
Leurs enfants portèrent tous des vêtements de filles et la gouvernante qui accompagnerait la famille devait agir comme une aristocrate russe. Marie-Antoinette, quant à elle, devait faire semblant d'être la gouvernante et on lui avait dit de s'habiller entièrement en noir, tandis que Louis faisait semblant d'être le valet du groupe. Le roi et la reine devaient voyager séparément, tandis que le reste du groupe suivait rapidement en calèche légère. Mais Marie-Antoinette refusa et insista pour que tout le groupe voyage ensemble. Une fois qu'ils eurent passé les gardes à la porte de la ville, Fersen les rejoignit dans une lourde voiture tirée par pas moins de 6 chevaux. À ce moment-là, ils avaient déjà du retard pour retrouver les escortes militaires qui étaient censées assurer leur sécurité en chemin. Et Louis dit à Fersen de quitter le groupe. À un moment, ils changèrent de chevaux pour semer la confusion si on les recherchait, mais la garde nationale était déjà informée de leur fuite. Comme le convoi avait plusieurs heures de retard, les escortes militaires ont supposé que le plan avait été abandonné et ils n'ont pas rempli leur part du plan. De plus, le groupe avançait beaucoup plus lentement que prévu et lorsqu'un des harnais de la voiture s'est cassé, cela a provoqué un retard encore plus important. Puis pendant qu'ils changeaient de chevaux, Louis a pensé qu'il serait bon de parler à quelques habitants et il a été reconnu. La nouvelle de leur itinéraire a été transmise à l'avance, et lorsqu'ils ont été arrêtés, un maître de poste nommé Jean-Baptiste Drouet a reconnu à la fois Louis et Marie-Antoinette. Il a envoyé un message à Varennes, et lorsque le groupe est arrivé, un vieil homme a reconnu le roi et s'est instinctivement incliné devant lui, scellant ainsi définitivement le destin du roi et de la reine. Ils ont tous les deux été arrêtés et jugés pour trahison, après quoi ils ont été reconnus coupables, et grâce à cette malheureuse série de coïncidences, ils n'ont plus jamais retrouvé la liberté. Numéro 8. Le naufrage du Titanic le 15 avril 1912 a fasciné les historiens depuis lors. Les survivants ont décrit les horreurs vécues cette nuit-là, tandis que, au fil des ans, les experts ont analysé la catastrophe sous tous les angles pour déterminer si elle était évitable. Nous savons désormais que plusieurs facteurs ont causé la disparition du Titanic, et que bien plus de vies auraient pu être sauvées. Mais un auteur, un homme nommé Morgan Robertson, aurait apparemment prédit le naufrage du paquebot des années avant que la catastrophe ne se produise. Il convient de noter que beaucoup de gens croient encore que le Titanic était présenté comme insubmersible par son capitaine, mais en réalité il n'a jamais fait une telle déclaration. En fait, seuls les médias et supports promotionnels du voyage inaugural du navire affirmaient son insubmersibilité. Les événements de cette nuit-là sont bien connus de la plupart d'entre nous, et nous comprenons qu'une série d'erreurs et de négligences ont contribué à la tragédie. Bien que l'iceberg percuté ait joué un rôle central dans la catastrophe, plusieurs mesures auraient pu éviter la collision, mais le destin en a décidé autrement. Les événements décrits dans Le naufrage du Titan, ou Futilité, le livre écrit par Morgan Robertson, sont étrangement similaires à ceux qui se sont produits à bord du Titanic, ce qui a amené beaucoup de gens à croire qu'il avait une sorte de prémonition. Il est plus probable que la corrélation entre son livre et les événements réels soit une simple coïncidence. Dans le livre, le navire s'appelle Titan et il est également présenté comme insubmersible. Il pouvait accueillir jusqu'à 2500 passagers et atteindre une vitesse de 25 nœuds. Le navire a finalement quitté New York pour son premier voyage vers l'Angleterre. Pour atteindre sa destination, il devait traverser l'océan Atlantique Nord, tout comme le Titanic le ferait 14 ans plus tard. Dans les deux cas, les navires ont navigué dans cette zone de l'océan à des vitesses dangereuses en évitant les icebergs. Alors que ces coïncidences sont déjà troublantes, d'autres allaient suivre. Le Titan et le Titanic ont tous deux heurté des icebergs sur leur côté tribord et ont disparu sous l'océan glacé seulement quelques heures plus tard. Les deux navires étaient mal préparés à un tel événement car aucun ne transportait suffisamment de canots de sauvetage pour le nombre de passagers que l'on savait à bord. Dans les deux cas, plus de la moitié des passagers n'ont pas pu être sauvés, la plupart finissant dans l'eau glacée. Après le naufrage du Titanic, les similitudes entre la catastrophe et le livre de Robertson ont provoqué tout un émoi. Il a affirmé que son histoire était fictive et que les ressemblances étaient fortuites, tout en ayant beaucoup étudié la construction navale pour écrire son livre. En utilisant ses connaissances et beaucoup d'imagination, il a écrit une histoire qui serait considérée comme presque prophétique 14 ans plus tard. Et même lui ne pouvait pas expliquer les comparaisons indiscutables entre les deux catastrophes. Les deux navires étaient des paquebots de croisière de luxe. Ils étaient à peu près de la même taille. Ils pouvaient naviguer à peu près à la même vitesse. Les deux ont coulé à environ 400 miles des côtes de Terre-Neuve. Et ces tragédies auraient été évitées si les précautions nécessaires avaient été prises.
Numéro 7. À un moment de sa vie, l'acteur Charles Coaglin a rendu visite à une voyante, car il voulait savoir s'il réaliserait son rêve de devenir un acteur célèbre. On lui a dit que cela arriverait, mais qu'il mourrait au sommet de sa carrière et que son âme resterait tourmentée jusqu'à son retour à son lieu de naissance. Coaglin était né sur l'île Prince-Albert en 1841. Il faisait partie d'une famille irlandaise qui s'était installée sur l'île et ils avaient du mal à joindre les deux bouts. La communauté a financé ses études en constatant son intelligence, et son père espérait toujours qu'il devienne avocat. On peut seulement imaginer la colère de son père lorsque Collan lui a annoncé qu'il ne poursuivrait pas une carrière dans le droit et qu'il comptait devenir acteur. Il a été retiré du testament de son père et on lui a dit de se débrouiller seul dans la vie. Coaglin est parti en Angleterre et s'est installé à Londres pour poursuivre son rêve. En 1860, il a rejoint la distribution d'une pièce de théâtre et il est vite devenu un acteur bien connu au théâtre Prince of Wales. Sa carrière avait bien commencé, mais il en voulait plus. Il s'est rendu aux États-Unis où il a continué à progresser pour devenir une célébrité. Pendant ce temps, sa famille sur l'île du Prince-Édouard recevait des nouvelles de son succès. Dans la cinquantaine, sa carrière était consolidée et il a choisi de faire quelque chose de différent. Il a créé une troupe de théâtre itinérante et a donné des représentations à travers tout le pays. Ces spectacles ont rencontré un grand succès, mais les tournées incessantes ont eu des répercussions sur lui, et il a commencé à avoir des problèmes de santé. On lui a diagnostiqué une gastrite, mais il a refusé de laisser cela l'empêcher de jouer, ce qui fut une mauvaise décision. Alors qu'il était sur scène en 1899, il s'est soudainement effondré et n'a pas survécu. Il a été enterré à Galveston, au Texas, car il était trop coûteux de rapatrier ses restes chez lui, ce qui, selon la prédiction de la voyante, signifiait que son esprit ne trouverait pas la paix. Mais rien ne pouvait être fait et il semblait que Coaglin ne rentrerait jamais chez lui. 1 an après son enterrement, un ouragan a frappé la région, provoquant une inondation touchant notamment le cimetière où il reposait. Son cercueil, ainsi que beaucoup d'autres, a fini par être emporté dans le golfe du Mexique puis dans l'océan Atlantique. De là, il a dérivé le long de la côte est en suivant une partie du Gulf Stream. Presque incroyablement, personne n'est tombé sur ce site macabre pendant plus de 8 ans, mais finalement le cercueil a été retrouvé par un groupe de pêcheurs, de façon tout aussi incroyable, au large de l'île du Prince-Albert. Ils ont reconnu le nom inscrit sur le cercueil, et il a été ramené sur l'île où Coaglin a été enterré près de l'église où il avait été baptisé bébé. Contre toute attente, il était rentré chez lui. Et ceux qui croyaient à la prédiction de la voyante pensaient que son esprit pouvait enfin reposer en paix. Numéro 6. Les chances de gagner à une grande loterie, n'importe où dans le monde, sont extrêmement faibles et la plupart d'entre nous ne connaîtront jamais la joie de gagner une somme d'argent qui change la vie. Selon les dernières statistiques, les chances de gagner à la loterie Powerball aux États-Unis sont d'environ 1 sur 292 millions. Les chances de gagner à la loterie Mega Millions sont encore plus faibles, à 1 sur 302 millions. Sachant qu'il y a une chance sur 1 200 000 d'être frappé par la foudre au cours de sa vie, cela montre à quel point il est peu probable de gagner à la loterie. Mais un couple a défié toutes ces probabilités en décembre 2025. Cette histoire incroyable a commencé en 2018 lorsque Richard Davies et Faye Stevenson Davies, mari et femme, ont décidé de jouer à la loterie EuroMillions Millionaire Maker. Et comme la plupart d'entre nous, lorsqu'on joue à la loterie, ils ne s'attendaient pas à repartir avec un quelconque jackpot. Mais le destin était avec eux, et ils ont appris qu'ils avaient gagné 1,3 million de dollars. Leur vie avait changé pour le meilleur, mais ils espéraient pouvoir répéter ce gain improbable et ont continué à acheter plus de billets de loterie. Faye, praticienne en santé mentale, dira plus tard aux médias qu'elle et Richard savaient que les chances de gagner 2 fois étaient infinitésimales. Il s'avère que sans participer à la loterie, ils n'auraient jamais la chance de gagner à nouveau. Si leur première victoire était automatique, la seconde fut plus compliquée. Ils ont trouvé 2 numéros, ce qui leur a permis de participer au Lucky Dip du tirage suivant. Richard, un ancien coiffeur qui travaille maintenant comme coursier, a déclaré qu'ils ont attendu le prochain tirage avec impatience. Ils ont retrouvé 2 numéros et ont de nouveau été inscrits au Lucky Dip. Et cela s'est produit au total 4 fois avant que l'impensable ne se produise. Lors du 4e tirage, tous leurs numéros sont sortis et ils sont repartis avec encore 1,3 million de dollars. Les chances que cela arrive sont bien plus faibles que lors d'un tirage de loterie normale
Et il a été révélé qu'ils ont défié des probabilités de 24 000 milliards contre 1. Lorsqu'on leur a demandé comment ils expliquaient leur incroyable double victoire, Richard a déclaré qu'ils attribuaient leur chance à leurs pensées positives. Il a ajouté qu'ils ont toujours cru qu'il y avait une chance de gagner à chaque fois et que leur persévérance a fini par payer. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un remporte 2 fois la loterie. Un homme nommé Paul Cochrane a déjà gagné 2 fois à la loterie Powerball en une seule nuit et un joueur du Colorado a remporté la même loterie 2 fois en 3 mois. Dans les 2 cas, les joueurs sont repartis avec un total de 2 millions de dollars. Numéro 5. Comme mentionné précédemment, les chances d'être frappé par la foudre ou de gagner à la loterie sont extrêmement faibles. Mais imaginez que ces 2 événements arrivent à quelqu'un au cours de sa vie. L'homme en question s'appelle Peter McGathey. Originaire de Nouvelle-Écosse, au Canada, il possède un magasin. Son histoire de chance et de malchance a commencé bien avant l'âge adulte, alors qu'il était sur un bateau. Il a dit aux médias qu'à 14 ans, lors d'une excursion en bateau avec sa famille, il ne s'attendait pas à une tournure aussi improbable et effrayante. Il a dit qu'ils avaient dirigé le bateau vers des eaux peu profondes et qu'on lui avait demandé de vérifier qu'il était bien amarré avant de partir. C'était une journée parfaite pour faire du bateau, car le soleil brillait et il avait remarqué pendant l'excursion qu'il n'y avait qu'un seul nuage blanc dans le ciel. Mais la chose suivante dont il se souvient, c'est qu'il se réveillait au bord du bateau et sa famille lui expliqua qu'un éclair avait traversé les branches d'un arbre voisin avant qu'il ne soit foudroyé. Il a été emmené à l'hôpital local où il a été soigné et a finalement complètement récupéré. Il pensait avoir survécu à l'un des événements les plus improbables qu'il connaîtrait jamais dans sa vie. Mais des années plus tard, à l'âge adulte, il allait de nouveau déjouer les probabilités. Et cette fois, cela a changé sa vie pour toujours. En juillet 2015, lui et l'une de ses collègues, une femme nommée Diane Miller, ont décidé d'acheter ensemble un billet de loterie 649. Ironiquement, il a acheté le billet dans son propre magasin. Et il savait que s'il gagnait, il recevrait en plus 10 000 $ comme prime de détaillant. Cet achat de billets de loterie n'était pas différent des autres, car lui et Diane tentaient leur chance depuis plus d'1 an, et ils ne s'attendaient jamais vraiment à gagner une grosse somme d'argent. Mais il s'est avéré qu'ils se trompaient. Le matin suivant le tirage, ils se sont rendus compte qu'ils avaient décroché le jackpot et ont reçu un prix d'1 million de dollars au bureau de la loterie de l'Atlantique à Moncton. À l'époque, les chances de gagner à la loterie étaient de 1 sur 14 millions et le duo n'en revenait pas de sa chance. Mais ce n'était pas la fin de cette histoire improbable. De façon tout à fait incroyable, la fille de Peter avait elle aussi été frappée par la foudre au cours de sa vie, un scénario qui semble presque trop incroyable pour être vrai. Les chances d'être frappé par la foudre puis de gagner à la loterie, pour qu'ensuite un membre de votre famille soit également frappé par la foudre, ont été estimées à environ 1 sur 2,6 billions, ce qui prouve à quel point les chances de Peter étaient improbables. Diane a déclaré qu'elle utiliserait sa part des gains pour faire un voyage à Cancun, au Mexique, et Peter a indiqué que lui et sa femme étaient mariés depuis plus de 30 ans, alors il pensait que ce serait une bonne idée de l'emmener en seconde lune de miel. Peter a aussi gagné les 10 000 $ supplémentaires comme propriétaire de magasin et prévoit d'utiliser le reste de l'argent après son voyage avec sa femme. Il a utilisé cette victoire comme une confirmation que tout est possible dans la vie, peu importe à quel point cela peut sembler improbable. Numéro 4. Le film Force of Nature est sorti en 1999 et met en vedette 2 des noms les plus célèbres d'Hollywood, Sandra Bullock et Ben Affleck. L'intrigue du film suit le personnage de Ben Affleck, Ben, qui travaille comme rédacteur de texte de 4e de couverture pour des livres reliés. Et le film commence alors qu'il se rend à Savannah, en Géorgie, depuis New York, car il est sur le point de s'y marier. Il a une légère peur de l'avion et est déstabilisé lorsqu'il se retrouve assis à côté du personnage de Sandra Bullock, Sarah. Sa personnalité diffère beaucoup de la sienne, car c'est un esprit libre qui engage tout de suite la conversation avec lui. Il parvient à supporter la conversation jusqu'à ce que l'avion soit enfin prêt à décoller. Mais alors, ses pires craintes se réalisent. Lors du décollage, un oiseau pénètre dans un moteur. L'avion dérape hors piste et la panique gagne tous les passagers. Tout le monde sort de l'avion sain et sauf, mais Ben et Sarah sont tous les deux trop terrifiés pour monter dans un autre avion. Et ils décident de partager un taxi avec un homme nommé Vic, qui a lui aussi échappé de peu à la tragédie. Le temps presse, car Ben doit arriver à New York à temps pour son mariage. Comme souvent dans ce type de film, chaque détour apporte un nouvel obstacle et le destin s'acharne contre lui.
Le trio est arrêté après que Vic consomme une substance illégale dans le taxi. Ben et Sarah sont relâchés et choisissent de prendre le train au lieu d'un taxi. Malheureusement, après avoir partagé un moment émouvant, ils découvrent que le train se dirige en réalité vers Chicago. Ils descendent du train et se rapprochent en parlant des doutes de Ben à l'idée de se marier. Sarah découvre alors que son ex-mari essaie de saboter la vente de leur boutique de bagels à Savannah. Elle demande à Ben de faire semblant d'être son mari une fois arrivé là-bas, et il accepte, car le produit de la vente de sa part du magasin serait donné à son fils, dont elle était séparée. Au fil du voyage, les deux se sentent de plus en plus attirés l'un par l'autre. Quand ils croisent Ben, le garçon d'honneur et la demoiselle d'honneur de sa fiancée, on les soupçonne d'avoir une liaison. L'attirance ne fait que grandir et à un moment donné, Ben déclare qu'il est prêt à annuler son mariage. Mais lorsque le jour arrive, il change d'avis et épouse sa fiancée. Sarah décide de partir discrètement et finit par retrouver son fils. C'est un film prévisible qui n'a pas su convaincre au box-office, mais il est remarquable pour une raison très fortuite. En décembre 2000, un peu plus d'un an après la sortie de Force of Nature, Bullock s'est rendu à l'aéroport de Jackson Hole, dans le Wyoming, pour passer Noël avec son petit ami Bob Schneider. Elle voyageait à bord d'un jet d'affaires, un Hawker bimoteur, lorsque, à l'approche de la piste, le pilote a commis une erreur à cause des conditions dangereuses et a confondu les lumières au sol avec les lumières de la piste. L'avion, mal aligné avec la piste, a dérapé hors du tarmac dès l'atterrissage, exactement comme dans le film. Personne n'a été blessé lors de l'incident, mais les médias n'ont pas tardé à souligner l'improbabilité que cela arrive à l'actrice dans le film, puis à nouveau dans la vie réelle. Numéro 3. Wade McCluskey Jr. est né à Buffalo, dans l'État de New York. En 1902, 25 ans plus tard, diplômé de l'Académie navale des États-Unis, il gravit les échelons en 3 ans pour devenir navigateur. Pendant son service militaire, il a effectué plusieurs missions, bien qu'il ait également servi dans plusieurs installations à terre. En avril 1941, pendant la Seconde Guerre mondiale, il est devenu commandant de l'escadron de chasse 6 et finalement commandant du groupe aérien de l'Enterprise. À cette époque, l'attaque de Pearl Harbor avait assuré l'entrée de l'armée américaine dans la guerre. Et en juin 1942, McCluskey et 32 bombardiers en piqué se sont vus confier une mission très précise et dangereuse. On leur a ordonné de survoler l'océan Pacifique à la recherche des porte-avions de la flotte Kido Butai, qui appartenait à la marine impériale japonaise, et de les détruire si possible. On leur a donné les coordonnées précises de la flotte, puis le groupe est parti en mission. Ils réalisèrent bientôt qu'ils étaient perdus, car la flotte avait changé de position ou on leur avait donné de mauvaises informations. McCluskey remarqua qu'un destroyer japonais naviguait vers le nord-est et il supposa qu'il prévoyait de rejoindre les porte-avions. Il décida donc de le suivre. Ce n'était pas une décision qu'il a prise à la légère, puisqu'il désobéissait aux ordres, et le groupe d'avions commençait à manquer de carburant à cause du détour qu'ils avaient fini par faire. Il décida aussi de ne pas contacter par radio, craignant une interception de sa communication. Il découvrit plus tard que s'il avait demandé des instructions par radio, il n'aurait pas reçu d'aide, car personne sur son porte-avions n'était informé du déplacement de la flotte japonaise. McCluskey et ses hommes ont volé vers le sud-ouest dans l'espoir de trouver la flotte qu'ils cherchaient et ont survolé les coordonnées initiales qui leur avaient été fournies. Il déclarera plus tard qu'il sentait la présence du Kirobutai, car il pensait que l'attaque précédente contre lui avait ralenti sa progression et qu'il avait été forcé de changer de cap. Il supposa que la flotte avait viré au nord-est pour contre-attaquer les navires de surface américains, et se dirigea ainsi. Puis vint le moment le plus improbable de cette histoire. McCluskey et ses camarades pilotes aperçurent le Kido Butai et se préparèrent à un échange de tirs. 3 porte-avions, le Kaga, l'Akagi et le Soryu, apparurent à vue. Et de façon incroyable, au moment même où ils se préparaient à attaquer, les 3 porte-avions devaient recharger leurs armes, offrant à McCluskey et à ses hommes l'occasion parfaite de frapper. Une escadrille de l'USS Yorktown arriva au moment idéal et les 3 porte-avions furent attaqués avec précision. L'Akagi et le Kaga furent tous deux abandonnés et le Soryu fut coulé. L'ensemble de l'attaque n'a duré que quelques minutes et la marine japonaise avait perdu 3 de ses porte-avions les plus précieux grâce à une série de coïncidences improbables. McCluskey a affirmé que son équipe n'avait rien fait d'exceptionnel, s'appuyant simplement sur leur entraînement et leur intuition pour accomplir leur mission. Il ne fait aucun doute que la coïncidence a joué un rôle dans l'incident.
Numéro 2, le London Daily Telegraph, connu aujourd'hui sous son nom abrégé. Le Daily Telegraph publie des mots croisés dans chaque édition depuis 1929. Bien que ces énigmes soient généralement considérées comme un simple divertissement, les mots croisés de ce journal en particulier ont été examinés de près par le gouvernement à 2 reprises lorsqu'on a cru que la sécurité nationale avait été compromise. En 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, le Télégraphe a publié un mot croisé dans lequel l'une des définitions était « port français ». Et la bonne réponse était Dieppe. Et il a été remarqué que c'était précisément là qu'une invasion devait avoir lieu le lendemain. Le MI5, l'agence britannique de contre-espionnage, a décidé d'enquêter au cas où quelqu'un du journal aurait été compromis. Mais il a finalement été déterminé qu'il ne s'agissait que d'une coïncidence et qu'aucun tort n'avait été causé. 2 ans plus tard, l'une des dates majeures de la Seconde Guerre mondiale approchait. La planification de l'invasion du jour J était avancée, et le 2 juin de cette année, le Télégraphe a publié une nouvelle grille de mots croisés. Un officier du renseignement britannique trouva par hasard un exemplaire et décida d'essayer de résoudre la grille. À sa grande surprise, il se rendit compte que la réponse à la Dixette verticale était Utah, et cela l'inquiéta immédiatement. L'invasion devait avoir lieu dans seulement 2 mois, et le nom de la plage qui devait être prise d'assaut par la 4e division d'infanterie américaine avait été baptisé Utah. Mais il supposa que cela devait être une coïncidence. Il nota la réponse et poursuivit le puzzle, mais il ne pouvait s'empêcher de penser que la réponse figurait dans le journal pour une raison précise. Par exemple, transmettre des informations à l'armée allemande. Il décida de regarder les mots croisés qui avaient été publiés les jours et semaines précédents, et il fut consterné de trouver les réponses Juno, Gold et Sword. Tous ces mots étaient des codes pour des plages à envahir par les alliés américains. Dans les semaines suivantes, avant l'invasion prévue, les mots croisés ont de nouveau fait sensation. Le 22 mai, il contenait l'indice Indien rouge sur le Missouri, et la réponse était Omaha. Une semaine plus tard, l'indice était Gros bonnet, et la réponse Overlord. Les 30 mai et 1er juin respectivement, les indices étaient le buisson et le centre des révolutions de la pépinière, et Britannia et lui tiennent la même chose, auxquelles les réponses étaient Mulberry et Neptune. Tous ces mots étaient des codes pour certains aspects de l'invasion. Cette fois, les autorités étaient sûres qu'il ne s'agissait pas d'une coïncidence. Ils pensaient que quelqu'un avait tenté d'avertir le gouvernement allemand de l'invasion et relayer des informations secrètes vitales à travers les mots croisés des journaux depuis des semaines. Le MI5 fit retirer de la circulation tous les exemplaires du Télégraphe du 1er juin et décida de s'entretenir avec Leonard Dow, le créateur des mots croisés et directeur de la Strand School à Effingham, dans le Surrey. Dow compilait des mots croisés depuis 25 ans après avoir servi pendant la Première Guerre mondiale et fut arrêté devant élèves et enseignants avant d'être forcé de monter dans un véhicule. Sa maison et son bureau furent fouillés et il fut interrogé plusieurs jours. Dow déclara plus tard qu'il était certain qu'il allait perdre la vie, car ses interrogateurs étaient extrêmement agressifs et l'accusaient constamment d'être un traître. Il insista sur le fait qu'il ne savait rien à propos de l'invasion du jour J et fut finalement relâché après le succès de l'invasion. Il a été déterminé que la corrélation entre les réponses et l'invasion n'était qu'une simple coïncidence et que Dow n'avait réellement aucune idée qu'il publiait par inadvertance des mots de code militaire de secret. Numéro 1. Le 27 avril 1813, la bataille de York a éclaté et a fait partie de la guerre de 1812. Elle s'est déroulée dans l'actuel Toronto, au Canada, lorsque les forces américaines ont lancé une attaque amphibie contre la ville et ont décidé de la mettre à sac. Les bâtiments parlementaires et publics ont brûlé, les entrepôts ont été détruits. L'armée britannique fut choquée tandis que York était occupée et plusieurs anciennes colonies perdues. Cela n'a pas plu aux Britanniques et en 1814, ils ont décidé de se venger. Mais ils n'attaquèrent pas York comme on pouvait s'y attendre et choisirent Washington, la capitale des États-Unis, comme cible. Les troupes britanniques dirigées par le major-général Robert Ross et l'amiral George Cockburn sont arrivées aux abords de la ville le 24 août de cette année-là, où elles se sont heurtées à des soldats américains. Une escarmouche a éclaté, mais les Américains ont vite été submergés et forcés de se replier en ville. Les Britanniques ont rapidement avancé dans la ville et pris le contrôle de la zone, mais n'étaient pas satisfaits de seulement occuper la capitale. Ils ont voulu donner une leçon aux Américains en pillant la ville, comme à York auparavant, avec des conséquences désastreuses.
La Maison-Blanche, le département du Trésor et d'autres bâtiments gouvernementaux furent incendiés et, fait notable, aucun soldat britannique ne mourut. Avant que la Maison-Blanche ne soit incendiée, il a été noté que Cockburn était arrivé au bâtiment et qu'il avait pris sur lui de manger une partie du repas qui avait été préparé pour le président James Madison avant que celui-ci ne doive fuir. Il s'est ensuite rendu au bureau du journal National Intelligence avec un objectif précis. Le rédacteur en chef du journal avait publié quelques remarques désobligeantes à propos de Cockburn et il a décidé de retirer toutes les lettres C de la presse afin que son nom ne puisse plus être écrit ni publié. Il est ensuite retourné à sa caserne où il a décidé qu'un seul soldat devait monter la garde, car il pensait que les Américains avaient été bel et bien battus. Le pillage a continué le lendemain, mais il a commencé de façon désastreuse. À Fort McNair, 12 soldats ont accidentellement allumé de la poudre à canon trop tôt et ont perdu la vie dans une explosion. Cependant, une grande partie de Washington brûlait encore, et beaucoup de bâtiments et monuments risquaient d'être détruits. Mais ensuite, par un étonnant concours de circonstances, le temps a commencé à changer très vite. Une tornade a frappé la région, arrachant les toits des maisons, déracinant des arbres et déversant une pluie torrentielle sur la capitale. Les incendies allumés par les Britanniques furent éteints, et selon tous les témoignages, le jour fit place au crépuscule. Des vents hurlants et des éclairs ont encore aggravé la situation pendant près de 2 heures entières, laissant de nombreuses personnes démunies. La conséquence de la situation fut que beaucoup des bâtiments que l'on croyait détruits avaient en réalité été sauvés, ce que les gens qualifièrent de véritables miracles. Certains pensaient que ce n'était qu'un coup de chance dû à une improbable coïncidence. Mais quoi qu'il en soit, les dégâts causés à la ville avaient été limités et les Britanniques décidèrent de se disperser seulement 26 heures après leur arrivée. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Unknown et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.